Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je voulais vous parler aujourd'hui de Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, vous le connaissez, c'est l'homme le plus riche de France, l'un des hommes les plus riches au monde. Et Bernard Arnault, si vous avez pu voir l'investiture de Donald Trump, faisait partie de la tribune. Il était à côté d'autres hommes très riches, parmi les plus riches au monde. Il y avait bien évidemment Elon Musk, il y avait... si ma mémoire est bonne, Zuckerberg, Ellison, le PDG d'Apple, le PDG de Google, etc. Bref, que le gratin, la crème de la crème. Et notre ami Bernard Arnault était là-bas. Et on l'a même vu utiliser son téléphone portable, faire des selfies, etc. Et je pense qu'il était impressionné. Pourquoi je vais vous parler de cette vidéo aujourd'hui? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le pessimisme règne en France, malheureusement, et dans d'autres pays européens, mais en France en particulier. Et il y a également une stratégie d'augmentation des impôts, et il y a beaucoup de pessimisme. Et Bernard Arnault, il va oser dire dans cette vidéo ce qu'il n'a jamais dit depuis ses débuts dans le monde du business. Alors bien évidemment, on sait qu'il n'est pas de gauche, hein. On sait qu'il n'est pas socialiste. Pour ceux qui se souviennent et qui ont lu des bouquins d'économie et d'histoire, Bernard Arnault, lorsque François Mitterrand, donc l'ancien président de la République française, est arrivé au pouvoir, il a quitté la France, il est allé aux États-Unis et il a créé un business aux États-Unis parce que justement, il avait peur des socialistes. Et puis, il se trouve qu'il s'est dit, OK, je peux réussir quand même en France, je peux faire des choses en France, et il a bien eu raison de rentrer en France puisque finalement il a créé un empire en France en rachetant d'autres entreprises. Peut-être qu'il n'aurait pas pu le faire aux États-Unis. Bon, Bernard Arnault, c'est, si ma mémoire est bonne, un polytechnicien. Certains disent qu'il n'a pas été jusqu'au bout de Polytechnique, à confirmer, mais bon, il est passé par l'école Polytechnique. C'est un héritier également, hein. Ses parents étaient déjà industriels, étaient déjà aisés, donc c'est pas un gosse de pauvre, c'est pas un prolétaire. Mais malgré tout, il a réussi à créer très très belle entreprise française, et aujourd'hui, il y a toute sa famille qui va prendre la relève. Et là, dans cette vidéo, en fait, on va voir que il a un discours politique, économique également, mais politique. On va écouter ça ensemble et ensuite on va décortiquer tout ça. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide. Je vais commencer à décortiquer ce qu'il vient de dire. Donc, il était aux États-Unis, beaucoup d'optimisme. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Bon, moi, ça, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais déjà été, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois aux États-Unis. Et honnêtement, le mindset n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui que c'est arrivé. C'est clairement ce mindset d'entrepreneur, un mindset d'aventurier, un mindset orienté résultat, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aux États-Unis, l'État est important, mais il est moins important dans la vie de tous les jours qu'en France, d'accord? La France, c'est quand même un pays centralisé, un pays où les fonctionnaires jouent un rôle important, où la fonction publique joue un rôle important, où la redistribution joue un rôle important. Or, aux États-Unis, bien sûr que l'État est important, mais c'est marche ou crève, hein, c'est-à-dire tu dois t'en sortir par toi-même. Et donc, les Américains n'ont pas le choix. Ils ne sont pas chouchoutés. On peut être très haut aux États-Unis et tout perdre du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont dans la rue, mais même en France, mais aux États-Unis, c'est pire. C'est une situation beaucoup plus dramatique. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs villes aux États-Unis, notamment à New York, et c'est vrai que c'est effrayant. Alors, beaucoup de gens idéalisent les États-Unis. Non, les États-Unis, c'est impitoyable, mais vraiment impitoyable. On continue. On va dire, hein, on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite,
Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Hein, franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Hein. C'est dingue. Et le problème, il est là. C'est que le système français, d'accord, qui est un système qui a de belles choses. Hein. Il y a pas que tout n'est pas à jeter en France. Mais comment on a pu créer un tel gâchis? Et justement, à force de créer des divisions, parce que le problème de la France, c'est que c'est un pays divisé. C'est vraiment un pays divisé. Aux États-Unis, une personne vient te dire, voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent. Les gens, ils vont lui dire, waouh, bravo, t'es super, t'es magnifique. D'accord? Moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, par exemple, de participer à une sorte de mastermind. D'accord? Et je discute avec un couple d'Américains. Bon, gentils, très gentils, etc. Ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu fais? Je leur explique mon activité, mon business. Ils me disent, waouh, c'est magnifique, c'est génial. Je leur parle un peu de mes formations. Ils me disent, oh, c'est super, c'est extra. Ils me disent, combien tu factures? Je leur dis le prix. Ils me disent, ah, mais tu pourrais facturer ça $50 000, $100 000. Et moi, je les regarde, je me dis, c'est bizarre. Et après, le mec, il me raconte son histoire. Il me dit, voilà, moi, je bossais dans l'assurance, mais sauf que j'ai été viré, je me suis retrouvé au chômage. Ma femme, bon, elle travaillait, donc elle pouvait payer les charges, mais moi, j'avais pas de fric. Et donc, ce que j'ai fait un pari fou. Je lui ai dit, c'est quoi? Il dit, bah, tout simplement, j'ai emprunté $100 000 pour me former avec, alors je lui ai donné le nom, Russell Brunson, c'est un Américain qui fait des formations sur le business, qui a également une boîte spécialisée sur les sites internet, etc. Et le mec, il me dit, bon, bah, j'ai emprunté $100 000 pour investir dans le mastermind de Russell Brunson. Et là, aujourd'hui, bah, je génère beaucoup d'argent et c'est magnifique. Et moi, j'étais là à le regarder, je me disais, je rêve, ou le mec, il est en train de me dire qu'il était complètement fauché, qu'il a pris la décision complètement débile d'emprunter $100 000 pour investir dans une formation, il savait même pas s'il allait avoir des résultats ou pas, qu'il était au chômage, que sa femme travaillait pour payer les charges et qu'il trouvait ça tout à fait normal. Et le mec, il me disait, bon, Russell Brunson, c'est magnifique, c'est mon héros, etc. Et moi, j'étais là à le regarder, je me disais, mais il est complètement bizarre, ce mec. Mais il est complètement déconnecté du monde. Eh ben, c'est ça, les Américains. Et ça, une fois que vous l'avez compris, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. C'est deux mindsets complètement différents. Les Américains, les Européens au sens large, même on peut prendre l'Afrique, etc. Je pense que les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas les Américains assez bien. Et donc, on en revient également aux impôts. Alors, bon, il y a des endroits aux États-Unis où on taxe quand même, notamment la Californie. Mais les impôts, il y a cette fameuse courbe de l'affaire. Hein. Rappelez-vous, dans les années 80, donc les années 70, les impôts étaient élevés aux États-Unis. Hein. Il faut bien se souvenir. Et il y a eu à un certain moment deux grandes écoles. La première école, c'est l'école libérale, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Donc, libéralisme, ça s'est passé aux États-Unis et ça s'est passé également au Royaume-Uni. Et vous avez la France, malheureusement ou heureusement, peu importe, pour moi, malheureusement, les socialistes sont arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir et c'était genre, allez, on se lâche. Vous aurez plus de vacances, on va augmenter les salaires, on se lâche. C'est à ce moment-là bien que Bernard Arnault quitte la France, d'accord, pour aller aux États-Unis. Mais la politique de Mitterrand est une catastrophe. Le franc, à l'époque, l'euro n'existait pas, est attaqué sur les marchés financiers, sur le marché d'échange. Et à ce moment-là bien précis, Mitterrand s'aperçoit que sa politique est complètement débile, puisque en face, l'Allemagne est en train de mener une politique de rigueur, alors que la France est en train de mener une politique de relance. Ça veut dire que les Français ont augmenté leurs salaires, ils étaient beaucoup mieux payés, et au lieu d'acheter français, que faisaient les Français? Ils achetaient allemand.
Donc, la balance commerciale, c'est-à-dire le déficit entre la France et l'Allemagne, se creusait. Les Français, ils achetaient allemand. Bah, c'est normal, ils avaient plus d'argent, sauf qu'ils pouvaient pas acheter sur place. Donc, ils achetaient des BMW, des Mercedes, etc. Le franc est attaqué. La France, le chômage augmente. On est dans une situation bizarre. Et à ce moment-là, bien précis, Mitterrand s'aperçoit qu'il a fait une grande erreur. Et on rentre dans une politique de déréglementation à la française, hein, c'est léger, mais c'est une déréglementation quand même. Chirac arrive au pouvoir et on commence à introduire les marchés financiers, la déréglementation, oui, un peu plus de libéralisme, sauf que ça n'a jamais vraiment pris. C'est-à-dire que quand on a essayé de mettre en place des réformes, à chaque fois, tout le monde sortait dans la rue. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la retraite, on essaie de réformer, personne ne veut réformer. On veut changer la donne, personne. Et c'est à chaque fois la même chose. Il faut augmenter les impôts, il faut taper sur les plus riches, il faut taper sur... Et donc, finalement, on est dans une France qui ne s'aime pas. Et il y a deux grands clans. Il y a finalement les gens qui sont en mode l'État est capable de tout. Et le clan qui considère que l'État est important, certes, mais il faut redonner du pouvoir aux gens, il faut introduire une certaine liberté, il faut diminuer les impôts, il faut que l'État soit moins important, il faut qu'il soit important sur certaines dimensions régaliennes, la police, la sécurité, la justice, etc., l'éducation et encore, mais sur d'autres dimensions, il ne doit plus être présent. Or, l'État aujourd'hui est omniprésent et inefficace. D'accord ? Il est inefficace, c'est-à-dire finalement la sécurité n'est pas là. On a une insécurité qui est importante. L'éducation laisse à désirer. La cohésion sociale, elle n'est pas vraiment là. Et donc on s'aperçoit que c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et le fait, cette stratégie qui consiste à augmenter les impôts et à faire fonctionner la machine ou l'État pour que l'économie fonctionne bien, ça ne marche plus dans les faits. On va continuer. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, vous êtes un entrepreneur. Vous avez une entreprise, d'accord. Si dès le départ, les contraintes sont trop importantes, c'est-à-dire que les impôts sont importants, il y a trop de rigidité, tu veux recruter quelqu'un, c'est compliqué, tu veux le virer, c'est compliqué. Quel est ton intérêt à créer un business ? Et il faut bien comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens veulent devenir des entrepreneurs. Mais si c'est quelque chose d'inaccessible ou de très compliqué, pourquoi devenir entrepreneur ? Moi, j'ai déjà parlé de mon parcours. J'ai eu la chance, et je vais y revenir par la suite, j'ai eu la chance d'être fonctionnaire. Mais pourquoi je suis devenu fonctionnaire ? Parce que quand je suis rentré en France, donc suite à un divorce malheureusement compliqué, j'ai envoyé mes CV, 0 réponse, alors qu'à Londres, j'avais pas mal de réponses. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Et donc, à un certain moment, je me suis dit, je vais pas me retrouver au chômage, il faut bien que je paye mes charges. Donc, je vais passer un concours, le concours de la fonction publique pour devenir prof. Ce qui est quand même débile. J'ai un master en finance, j'ai plein de diplômes en finance. Et je me dis, OK, comme j'ai pas de boulot, je suis obligé de passer un concours. Je passe ce concours, je pensais que ça allait être une promenade de santé, ça allait être sympathique. Et là, je vois qu'en face de moi, j'ai des normaliens. Les normaliens en France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment des bêtes de travail. Hein. Souvent, leurs parents sont profs et ce sont des petits génies, quoi. Moi, franchement, j'ai été impressionné, quoi. Ce sont des super bosseurs, quoi. Donc, et il y a des normaliens, il y a des diplômés d'HEC, de l'ESSEC, de Sciences Po Paris. Et je me dis, bizarre, c'est-à-dire, pourquoi ces gens-là ne sont pas... ne travaillent pas. Et je pose la question, hein, quand j'ai eu la chance de réussir l'agrégation, j'ai posé la question à mes camarades. Et à chaque fois, ils me disaient, j'en avais marre du privé et je suis devenu prof. Et le problème, c'est que, je vais vous raconter une histoire qui est assez marrante. Avec moi, il y avait des personnes qui étaient complètement déconnectées de la réalité, c'est-à-dire, genre une fille très sympa, elle est diplômée d'HEC, elle... responsable de la compta, du contrôle de gestion dans une grosse banque française. Et cette fille,
on l'emmène à Clichy-sous-Bois, ou voilà, une banlieue chaude, pour enseigner. Bah, elle n'est pas capable d'enseigner, quoi. Elle n'est pas capable. Donc, elle était dépassée. Et elle était là, elle pleurait. Et en fait, c'était du gros n'importe quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va foutre à Clichy-sous-Bois? Moi-même, ils m'ont mis à Aubervilliers. Et j'étais là à me dire, bon, j'ai un gros diplôme, gros CV, agrégé. Bon, ils te mettent à Aubervilliers. Encore une fois, c'était super. Pour moi, ça a été une magnifique expérience. Mais pourquoi? C'est du gâchis. C'est du gâchis. Et donc là, on s'aperçoit que, en fait, c'est très, très mal organisé. La fonction publique, il y a un gâchis énorme, sachant qu'il y a des talents énormes. Parce que, par exemple, l'agrégation, on était 2000 et plus à passer le concours. Au final, on est 40, 50 retenus. Et je parle de bac plus 5. Je ne parle pas de bac plus 2. On était tous bac plus 5, doctorat. Il y avait des personnes experts comptables. Il y avait une fille avec moi qui avait préparé l'agrégation. Elle était diplômée notaire, donc bac plus 7. Elle n'a même pas été admise à l'écrit. Donc, quand vous voyez la sélection draconienne pour devenir prof, là, vous vous dites, il y a un problème en France. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ces gens-là, quand tu es notaire, HEC, expert comptable, il y avait une fille avec moi, elle était ESSEC, donc ESSEC, plus expert comptable, diplôme d'expertise comptable, plus elle a été directrice financière, hein, dans une grosse chaîne de télévision française. Et là, elle passe l'agrégation. Idem, elle était complètement dépassée. Oui, je comprends pas. Genre, elle comprenait pas ce qu'elle... Mais moi non plus, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que... Et ça a été pour moi une magnifique leçon. D'accord? Donc, attention, parce que je vois beaucoup de gens taper sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des personnes incroyables. D'accord? Il y a des talents incroyables. Moi, je vous dis, je vous parle un peu des CV des personnes. J'étais là à me dire, mais ces personnes sont dans le top de la pyramide. Les meilleurs diplômes, les personnes qui ont de super belles carrières, mais qui à un certain moment se disent, bah, c'est mieux d'être prof, j'en ai marre de la rat race, etc. Aux États-Unis, c'est inimaginable. Parce que ces personnes, elles auraient gagné beaucoup plus et ensuite, elles auraient eu beaucoup plus de flexibilité. On continue la vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. Hein, c'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. Hein, pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. C'est énorme ce qu'il vient de dire. Et surtout, il a osé le dire. Et je pense que cette vidéo, je pense qu'ils vont lui taper dessus, ils vont le massacrer. Mais il a osé le dire. Mais il a raison. Il a raison. Alors, et encore une fois, attention, ne pas confondre bureaucratie et fonctionnaire. Moi, je me souviens que quand j'étais invité chez des amis, ils me disaient, oui, c'est grâce à mes impôts que je te paye. Non, c'est bon. Et on voyait c'est-à-dire, mec, je suis payé 2000 balles, je suis agrégé, j'ai un putain de niveau. Non. Et vous voyez ce conflit, genre entre les fonctionnaires et les gens qui travaillent dans le privé. Non, les gens qui travaillent dans le privé gagnaient beaucoup plus, et tant mieux. Mais encore une fois, fonctionnaires, clairement, il y a la sécurité de l'emploi, mais le salaire est misérable par rapport aux gens qui travaillent dans le privé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. J'étais pas en mode « youpi, c'est super ». Maintenant, bien sûr, plus de temps libre, etc., mais pour un salaire plus faible. Ce qui est intéressant avec ce que dit Bernard Arnault, c'est que justement, il va falloir une vraie révolution, un vrai changement de mentalité. Et le problème, c'est qu'il faut plus d'éducation. Il faut que les gens soient plus sensibles à l'importance, allez, je vais lâcher le mot, du libéralisme, du monde du business, du fait que, bon, ok, l'État est important, mais nous, on est important également en tant qu'individu. Et c'est probablement ce qui m'a séduit à Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas eu de promesses, de fausses promesses. Quand je suis arrivé, c'est OK, voilà ce que tu dois payer. Voilà tes obligations. Voilà ce que tu dois
les obligations auxquelles tu dois répondre, voilà tes droits également. Et donc, Dubaï, il y a une sécurité absolue. Système éducatif, il faut payer. La santé, il faut payer. Mais le système éducatif est excellent. L'éducation est excellente. La santé est excellente. J'ai eu une pneumonie l'été dernier. Je peux vous dire que j'ai été pris en charge très, très rapidement. Ils sont super bien occupés de moi, etc. Et j'étais là à me dire, waouh. Et tout ça, sachant qu'il n'y a pas d'impôts. Il y a des impôts aujourd'hui, 9% sur les sociétés. Bon, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il y a une petite TVA de 5%. Donc, tout ça avec très peu d'impôts. Et ils sont capables de le faire. Et 90% d'étrangers. Ils sont en train de faire quelque chose d'incroyable, sachant qu'ils n'ont pas... voilà, c'est un pays jeune, c'est un pays neuf, c'est un pays qui grandit très très vite. Dubaï a quasiment 4 millions d'habitants. Et ils veulent évoluer vers 10 millions d'habitants. Et ils ont réussi à le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. S'ils ont réussi à le faire, c'est possible de le faire ailleurs. Maintenant, c'est est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a également un état d'esprit capable de changer? Voilà, on va écouter la fin de la vidéo. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. C'est chaud, hein? C'est chaud ce qu'il vient de dire. Voilà, donc honnêtement, moi je suis entièrement en phase avec ce qu'a dit Bernard Arnault. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème sur un plan mindset. Les impôts sont trop importants, la rigidité, la bureaucratie. Et le pire, c'est que Bernard Arnault, il ne dit pas ça par hasard. Il était aux États-Unis. Donc, si ça se trouve, il a envie de quitter la France pour les États-Unis. Et imaginez, Bernard Arnault quitte la France. Alors, bien sûr qu'il va avoir des taxes. C'est normal. Un gros exit tax, ils vont bien. Mais là, en fait, il est en train de dire, écoutez les gars, soit vous changez, soit je me casse. Mais si Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, décide de quitter la France, c'est un problème. Et puis quand il parle de pessimisme, et il a raison. Et donc à partir de là, moi je pense qu'il va falloir complètement changer de mindset. Quand j'écoute les médias français, moi je suis toujours consterné. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi les gens sont aussi négatifs? Pourquoi c'est toujours, c'est toujours les faits divers, alors que, en fait, quand on voit les médias aux États-Unis ou même à Dubaï, c'est toujours positif, c'est toujours l'avenir, il y a que du positif. Bien sûr qu'il y a des faits divers, mais ça reste des faits divers. Or, en France, c'est 80% faits divers. Allez, 10% on parle des belles choses, mais on parle que des faits divers, quoi. Matin, midi et soir. Et ça, c'est terrible. Parce qu'un pays qui est focalisé sur les faits divers, ne grandit pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci infiniment les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.